Monsieur Guichardon, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons notre entretien sur les cafés philo. Pouvez-vous me dire ce que l'on entend vraiment par philosophie dans les cafés philo? Il y a de nombreuses manières de concevoir la philosophie. Pour les uns, elle est une discipline intellectuelle dans laquelle on s'efforce de formuler des concepts. Pour les autres, elle est plutôt l'expression d'une quête, d'une connaissance de soi, la recherche d'une sagesse. La réponse qu'apporte Aristote sur ce qui a permis l'émergence de la philosophie peut nous éclairer. Selon lui, c'est l'étonnement, en ce qu'il génère un questionnement, qui aurait incité les premiers penseurs à formuler des hypothèses sur la nature des choses, sur le fonctionnement du monde, et progressivement à élaborer une science du raisonnement, ce qu'on appela ensuite la philosophie. Mais peut-on dire que l'on philosophe réellement dans les cafés philo? C'est une bonne question, d'autant plus que les cafés philo ont été passablement décriés, et parfois à juste titre. Si l'on se réfère à Aristote, on peut supposer que les personnes qui cultivent une capacité à s'étonner, celles qui poursuivent un questionnement sur la raison des choses, le sens de la vie, le sens de la société, sur ce qu'est la justice par exemple, ces personnes exercent une forme de pratique philosophique. Une forme, dites-vous, mais est-ce que cela suffit à construire un débat de type philosophique? L'étonnement, en effet, peut ne pas suffire à lui seul à motiver un questionnement philosophique. En fait, l'un des points à souligner dans les cafés philo tient à la diversité des personnes qui les fréquentent. Cette diversité représente un éventail d'expériences, de points de vue, de savoirs qui, lorsqu'ils sont croisés, forcent la pensée à élargir son horizon et, si l'on est suffisamment curieux, à aller plus loin dans ses questionnements. Il y a donc l'idée de confronter sa pensée à une diversité de savoirs. Est-ce que ces ingrédients suffisent à faire qu'un débat public soit philosophique? Oui, vous avez raison d'insister. Il y a une troisième condition à ajouter pour que le débat acquiert une qualité philosophique. Cette condition dépend du rapport que chacun des participants, responsables compris, entretient avec les savoirs en général et avec la capacité à exercer sa raison en particulier. Est-ce qu'on pourrait développer un peu? Quelle place donnez-vous au savoir et à la raison dans les cafés philo? Concernant ces savoirs, on peut considérer qu'il en existe de trois sortes. Les savoirs académiques, ce sont ceux que l'on découvre à l'école, à l'université, lors de conférences ou au gré de nos lectures. Ensuite viennent les savoirs traditionnels. Ce sont ceux qui sont liés à nos coutumes, à notre environnement social, à l'éducation que nous recevons. Ce sont en fait les savoirs hérités et véhiculés dans la société dans laquelle nous vivons. Enfin, le troisième type de savoir est lié, lui, à notre expérience personnelle. C'est la façon dont nous repensons le monde autour de nous, la façon dont nous nous l'approprions. En fait, il faut prendre en compte l'idée que nous ne sommes pas passifs à l'égard de ce qui nous entoure. Nous faisons un travail pour intérioriser le monde autour de nous, pour nous le représenter, pour le restituer, et durant toutes ces phases, nous réinterprétons continuellement ce que nous pensons. En résumé, on gagne à faire dialoguer sur un plan transversal et vertical ces trois types de savoirs, académiques, traditionnels et personnels. Que voulez-vous dire avec ces notions de transversalité et de verticalité? Pour la transversalité, par exemple, il y a une branche traditionnelle de la philosophie qui se rapporte à la connaissance de soi. C'est le fameux « connais-toi toi-même » que Socrate reprend à son compte. Aujourd'hui, pouvons-nous aborder la question de la connaissance de soi sans nous référer aux neurosciences, aux sciences humaines, par exemple à la psychologie, à ces notions d'attachement, de résilience ou encore de transfert freudien? C'est ce qu'il faut entendre par la pensée transversale.
on s'autorise à comparer les disciplines. Et en entre ce elles. qui concerne ce que vous appelez la verticalité, Donc, la verticalité a un rapport avec le sentiment d'aller vers la profondeur. C'est l'idée d'être à l'écoute de ce que se passe en soi, d'accueillir des impressions, des pensées qui sont encore en travail, mais que l'on s'efforce de traduire en concepts, en construction de raisonnement que l'on rend de plus en plus clair, de plus en plus pertinent au fur et à mesure que les débats avancent. selon vous, c'est donc là qu'intervient la notion de raisonnement. Tout à fait. On peut définir le raisonnement comme étant la construction de logiques qui nous permettent d'articuler des savoirs entre eux. Bon, il faudrait développer davantage ce qu'on entend par raisonnement. Mais dans nos dialogues philosophiques, on pense qu'un bon emploi de sa raison peut permettre d'affiner sa capacité d'analyse, d'approfondir ses connaissances, d'acquérir plus de lucidité, de rendre sa pensée plus précise, d'apprendre aussi à mieux s'exprimer. Les apprentissages sont multiples. Peut-être y a-t-il d'autres exercices pour travailler sa pensée, pour acquérir plus de sagesse. Je pense à des pratiques de méditation, des exercices mentaux, ou même la prière, pourquoi pas. Mais en philosophie, on pense qu'il est crucial d'expliquer les raisons de sa pensée pour justifier la valeur de ses idées. Le raisonnement a une valeur princeps, on s'efforce de lui donner une certaine consistance pour pouvoir en parler. Récapitulons. Il importe de cultiver l'étonnement, de rester ouvert à une diversité de savoirs, de les questionner, mais finalement, avons-nous là tous les ingrédients qui permettent de construire un vrai débat philosophique? Dans ce cas, oui, nous réunissons de très bonnes conditions pour y parvenir. Il reste cependant des questions en suspens. Par exemple, tout à chacun est-il en mesure de philosopher, c'est-à-dire de questionner ses pensées, de mettre entre parenthèses, au moins l'espace d'un instant, ses préjugés, d'essayer de penser avec de nouveaux concepts. Ce serait intéressant d'ouvrir un débat sur ce thème. Il faudrait également questionner la fonction de l'animateur. Jusqu'à quel point son rôle compte-t-il dans la qualité des échanges, dans la médiation des idées? Jusqu'à quel point facilite-t-il l'interaction entre les personnes, le sens du questionnement, le sens de l'écoute? Ce sont des questions importantes que les animateurs de Café Philo doivent se poser s'ils souhaitent instaurer une situation de dialogue philosophique entre les participants. Est-ce que nous aurons l'occasion de développer ces questions dans une prochaine interview? Ce serait une bonne idée. Merci, Monsieur Guichardon. C'est moi qui vous remercie.